Vous allez avoir besoin d'un port pour que les pétroliers puissent aborder, vous allez avoir besoin d'un pipeline pour aller des puits de pétrole au port, vous allez avoir besoin de soldats pour protéger le pipeline des terroristes, donc on amènera aussi quelques soldats, et vous allez avoir besoin de beaucoup d'argent pour financer tout ça. Et à qui vous allez acheter tout ça? Où sont vos entreprises? Mais on vous a dit, on n'a pas d'entreprise. Ah bon? Bah écoutez, c'est pas grave, nous on en a. En Occident, beaucoup, on en a plein. On a Halliburton qui fabrique des usines, on a Areva qui a besoin d'uranium, on a Bouygues qui fabrique des autoroutes, des ports, tout ce que vous voulez, on va vous faire ça aux petits oignons, pas de problème. Et c'est comme ça que ça marche. On vous prête 15 milliards, sous réserve que vous fassiez travailler nos entreprises, de toute façon vous ne pouvez pas faire autrement. Donc regardez bien ce que ça fait au point de vue monétaire. Il y a 15 milliards qui sont créés ex nihilo par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Le Fonds monétaire international, c'est un organisme qui récupère quelques dépôts de la plupart des pays de la planète qui servent de garantie pour faire des crédits, des prêts aux pays sous-développés. Donc, il y a 15 milliards qui partent de la Banque mondiale et qui vont sur les comptes du pays sous-développé. Et aussitôt, ces 15 milliards-là qui sont dans le pays pauvre, ils retournent dans le pays riche pour aller payer des entreprises occidentales qui vont dans le pays pauvre faire du boulot, construire des trucs. Du point de vue du pays riche, quand vous allez vendre des produits et des services dans un pays pauvre à l'étranger, pour vous, c'est quoi? C'est des exportations ou des importations? Des exportations. Voilà. Je vais aller exporter une usine, Areva, moi français. J'exporte une usine. J'exporte du travail. J'exporte des chars. J'exporte des fusils. J'exporte des outils, de l'outillage. Donc, ce qui est génial, c'est que les 15 milliards qui sont partis des pays occidentaux, qui sont allés dans le pays pauvre, il y a des services qui sont exportés par les pays occidentaux envers les pays pauvres, et l'argent, qu'est-ce qu'il fait? Il revient dans les pays riches, les 15 milliards, ils reviennent. Bon. Et donc les 15 milliards, c'est comme si on avait eu une belle-sœur qui avait emprunté 15 milliards et qui nous les distribue, puisque les ouvriers des entreprises des pays occidentaux, les actionnaires des entreprises des pays occidentaux, ils vont avoir plus d'argent grâce à ces 15 milliards qui reviennent. Donc ils vont les dépenser dans l'économie, ça nous fait des transactions nouvelles, de l'emploi nouveau, qui va ruisseler dans notre économie. Mais ce n'est pas tout à fait comme si c'était des belles-sœurs qui les avaient empruntées, parce que les belles-sœurs, il aurait fallu qu'elles rendent les intérêts, et donc qu'elles reprennent leur argent, et qu'elles en reprennent le double, et que nous, on ait des nouveaux emprunteurs qui arrivent pour payer les intérêts des nouvelles belles-sœurs. Là, non. C'est qui la belle-sœur qui paye les intérêts? C'est les pauvres. C'est les pays sous-développés. Et donc on a été leur construire des trucs qui vont nous permettre d'exploiter leurs richesses. On a eu de la monnaie en plus qu'on a créée nous-mêmes en la faisant passer par les pays pauvres, mais qui revient chez nous net d'intérêts. Et qui paye la dette, qui paye les intérêts, c'est le pays pauvre. Et ils ont deux solutions. Soit ils empruntent à nouveau le montant des intérêts pour pouvoir nous les rembourser, ce qui double leur dette. C'est pour ça que des fois vous entendez des présidents de pays sous-développés qui disent « Mais c'est pas possible, on l'a déjà payé 15 fois la dette, comment ça se fait qu'il faut qu'on paye encore ?» Ben, c'est parce qu'ils ne peuvent pas la créer. C'est parce que pour rembourser des dollars, il faut qu'ils les empruntent. Puisqu'il n'y a que nous, les Occidentaux, qui peuvent créer des dollars pour les endetter. Et donc, soit ils empruntent pour continuer à payer leurs intérêts, soit ils vendent leurs ressources pour presque rien. Ce qui nous permet à nous d'avoir le niveau de vie qu'on a. Et d'avoir les ressources des pays sous-développés, qu'on a bien choisis parce qu'ils étaient riches en ressources dont on a besoin, et d'avoir le niveau de vie qu'on a, et d'avoir de l'essence pas chère, et d'avoir des iPhones pas chers, etc. C'est grâce à ça. Donc il faut réfléchir à ça aussi. Il faut savoir que si on a le niveau de vie qu'on a, c'est parce qu'il y a une prédation sur les ressources de la Terre entière, qui nous profitent. Je vais revenir sur le champ de bataille en Ukraine, non pas pour vous parler d'Ukraine, mais pour vous dire ce qui est en train de se faire au Congrès américain par rapport au peuple noir. Une fois de plus, c'est gros. Une fois de plus, que l'on soit au XVe siècle, que l'on soit au XIXe siècle, que l'on soit au XXIe siècle, le comportement des peuples occidentaux vis-à-vis des Noirs, vis-à-vis de l'Afrique, vis-à-vis des peuples composés d'afro-descendants, le comportement, dis-je, des États occidentaux est resté le même. C'est ce que j'appelle le paradigme, n'est-ce pas,
colonial, les vieux atavismes, n'est-ce pas, des colons. Eh bien, quel est ce comportement? Pour un occidental, les pays africains, les pays formés majoritairement d'afro-descendants ne sont pas de véritables pays. Au fait, c'est considéré plutôt comme le grenier qui doit servir aux intérêts des peuples occidentaux. C'est insultant. Vous avez raison d'en être insulté. Et moi aussi, je me réserve le droit d'être insulté et de dire au Congrès américain, n'est-ce pas, mes 4 vérités. Personne n'en a parlé. Cette loi a été votée au Congrès américain le 28 avril, n'est-ce pas, 2022. Et dans le préambule de cette loi, la loi HR 7311, allez chercher cette loi. La loi HR 7311, eh bien, le préambule même de cette loi dit, c'est une loi qui a été conçue et votée de manière à contrer l'influence de la Russie en Afrique. Pour quelle raison? Parce que, ils l'ont dit, il y a là des ressources stratégiques dont les Américains auront besoin. Nous ne pouvons laisser la Russie avoir une grande influence en Afrique ou une grande influence dans les États noirs. Nous allons contrer cette influence et pour nous assurer que cette influence ira en diminuant, nous allons punir, nous allons exercer des représailles sur les États africains, sur les organisations africaines ou sur des individus noirs qui vont favoriser l'influence de la Russie en Afrique ou dans les États noirs. Et cette loi que vous devez lire, c'est une loi scélérate, va jusqu'à dire nous devons identifier ceux qui dans les médias, ceux qui dans l'opinion publique font la promotion du récit russe dans ce qui se passe en ce moment en Ukraine, parce que cette promotion-là aura des impacts sur l'influence des Russes en Afrique. Et là, je me suis senti concerné et j'ai dit, il faut leur dire aux congressmen américains, n'est-ce pas, mes 4 vérités, je vous emmerde. Si l'Ukraine a le droit de choisir son camp au nom de l'autodétermination des peuples, les Africains, les peuples noirs, ont le droit, eux aussi, et nous ne vous demandons aucune faveur, de se rapprocher de qui ils veulent au nom de leurs intérêts. La table est mise, je vais maintenant faire l'exégèse de cette loi scélérate, de cette loi condescendante, de cette loi raciste à toute fin pratique, votée le mois dernier au Congrès américain, loi par laquelle les parlementaires américains, les congressmen disent « Nous allons exercer des représailles sur tous ceux qui veulent faciliter l'influence des Russes en Afrique ou dans les pays noirs. » Je vous emmerde. Article 2, alinéa B, dans cette loi scélérate votée au Congrès américain. Le Congrès américain dit « Nous allons contrer l'influence des Russes en Afrique et nous allons punir tous ceux qui sont complices du rapprochement des États noirs des Russes et qui travaillent à augmenter l'influence des activités russes en Afrique. » Donc, les Africains, eux, n'ont pas le droit de se rapprocher des Russes. Ils n'ont pas le droit d'identifier, n'est-ce pas, leurs véritables intérêts et de dire qu'ils préfèrent mieux le paradigme de collaboration avec les Russes que le paradigme de, si vous voulez, de colonisation avec les Occidentaux. S'ils osent penser en ces termes, nous allons les punir. Car, article 1er de cette deuxième section dans cette loi, l'influence grandissante de la Russie en Afrique contribuera à réduire les intérêts et les objectifs des États-Unis sur ce continent. Vous notez? Ce qui compte, ce ne sont pas les intérêts des Africains eux-mêmes, c'est plutôt que l'influence grandissante des Russes en Afrique
va contribuer à terme à réduire les intérêts américains et les objectifs américains en Afrique. Nous ne pouvons tolérer cela. Nous devons contrer l'influence russe en Afrique et punir tous ceux qui veulent favoriser cette influence. Et là, ils ont un calendrier, ils ont un échéancier serré dans leur objectif. Dans les 180 jours, dit l'article de cette loi, suivant l'adoption de cette loi au Sénat, le secrétaire d'État, Anthony Blinken, doit élaborer un plan de concert avec les agences fédérales et venir dire au Congrès comment le département d'État compte s'y prendre pour réduire l'influence des Russes en Afrique, que ce soit par le biais des oligarques, que ce soit par le biais des organisations qui font des dons aux Africains ou par le biais de tout officiel ou d'individus qui favorisent la dite influence des Russes en Afrique. Nous devons aussi, dit cette loi, identifier ceux qui manipulent l'opinion publique en faveur de l'influence russe, ceux qui manipulent non seulement les populations noires, mais les diasporas, les groupes, c'est le mot qui est utilisé, les groupes en diaspora, n'est-ce pas, qui tentent d'influencer l'opinion publique en faveur, n'est-ce pas, du récit russe. Nous devons les identifier et les inclure, n'est-ce pas, dans nos représailles. Les États-Unis continuent cette loi scélérate, doivent investir et s'engager, écoutez bien, dans le contrôle de secteurs stratégiques en Afrique. Donc, les secteurs stratégiques que les États-Unis identifient comme devant servir à leurs intérêts en Afrique, eh bien, le Congrès donne le droit à l'État américain de contrôler, ni plus ni moins, ces secteurs stratégiques en Afrique. Et les États-Unis identifient ces secteurs-là, les mines, les ressources naturelles, l'extraction ou l'exploitation de ces mines-là, les entraînements sur des bases militaires, les coopérations en matière de sécurité, les accords qui se passent entre la Russie et l'Afrique en matière d'information et de communication, donc toutes les technologies de l'information. Nous devons prendre le contrôle de cela en Afrique pour réduire l'influence des Russes en Afrique. Donc, l'Afrique qui est le plus grand continent, l'Afrique qui bientôt, n'est-ce pas, hébergera 25% de la population mondiale, l'Afrique qui est le continent le plus riche, ne peut pas décider par elle-même. Les États-Unis disent dans leur foutue loi scélérate, nous devons contrôler n'est-ce pas, les secteurs stratégiques de télécommunications, les secteurs stratégiques de l'extraction et de l'exploitation des mines. Car pour nous, c'est une question de sécurité. Nous ne pouvons pas laisser les Russes s'engager dans des secteurs de coopération en matière de sécurité avec les Africains. Et là, ils disent, pendant les prochaines années, nous devons identifier les gouvernements africains, identifier les officiels des gouvernements africains, identifier les individus qui facilite les transactions avec les Russes, que ce soit par des activités, n'est-ce pas, de donation, des activités, n'est-ce pas, de bienfaisance, ou bien des activités autres. Nous devons les punir, nous devons exercer des représailles contre eux. Pas seulement contre les officiels du gouvernement, pas seulement contre les entités gouvernementales, pas seulement contre les organisations, mais également contre des individus, des gens comme vous et moi, n'est-ce pas, qui avons une influence sur la diaspora. Le mot diaspora est utilisé ici. Les identifier, exercer des représailles contre eux, parce que nous ne voulons pas d'hommes et de femmes qui se rapprochent, d'hommes et de femmes noirs, j'entends, qui se rapprochent des Russes, et s'ils osent le faire, nous allons les punir. Et dans cette loi scélérate, il y a 2 représailles qu'ils comptent exercer contre ces gens-là qui veulent un rapprochement des peuples noirs des Russes. On va geler leurs biens et on va
leur interdire l'entrée aux États-Unis. Les mêmes vieilles méthodes scélérates. Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Frantz Fanon, auteur de cette belle citation que j'ai sur mon t-shirt qui dit que chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Ceux qui sont avec moi, qui regardent cette courte vidéo, qui l'aiment et qui la partagent, sont ceux qui ont décidé d'accomplir leur mission, celle de l'émancipation de l'Afrique. Depuis la levée du blocus il y a quelques jours, il y a 8 navires chargés de céréales qui ont quitté les ports d'Odessa et de Tchornomorsk en Ukraine. Devinez leur destination. Je vous le donne en mille. Le Liban, le Royaume-Uni, l'Irlande, la Corée du Sud, la Turquie. Or, le narratif qui avait été utilisé à l'époque était qu'il fallait lever le blocus russe sur les ports ukrainiens, sinon l'Afrique mourrait de faim. Macron avait même demandé à ses laquais Macky Sall et Moussa Faki Mahamat de l'Union africaine d'aller faire la danse du ventre devant Vladimir Poutine, ce qu'ils ont fait la queue frétillante. Le président de la Fédération de Russie ne s'y était naturellement pas trompé et avait même donné un cours gratuit de géopolitique très humiliant à nos deux lascars. Vous savez que j'ai toujours dénoncé avec véhémence ce narratif mensonger que les Occidentaux répètent à chaque fois qu'ils sont dans drap. On met en avant l'Afrique comme une mendiante alors que l'on cherche à se remplir ses propres poches. Quand ils ont eu besoin de cash au mois de juin 2021, ils ont prétendu que les droits de tirage spéciaux du FMI, les DTS, étaient pour nous, alors qu'en réalité, sur les 650 milliards de dollars, seuls 5% ont été attribués à l'Afrique, soit 34 milliards de dollars. Le reste, 616 milliards de dollars, est allé joliment dans les poches des si généreux occidentaux. Quand ils ont eu envie de faire gagner de l'argent à Bill Gates et à ses copains du Big Pharma, ils ont mis en place une initiative pour nous abreuver de petites picouzes, souvent périmées, et surtout que personne n'avait demandé en Afrique, mais qui justifiait les commandes mirobolantes passées aux laboratoires et aux fabricants. Quand ils se retrouvent en manque de céréales à cause des imbéciles sanctions qu'ils ont prises à l'encontre de la Russie, ils plaident la levée du blocus en disant que c'est pour sauver ces pauvres Africains de la famine. Alors que la dernière fois qu'on a vérifié, non seulement on s'en fout de leur blé, puisqu'on a nos manioc, mil, sorgho, fonio, igname, etc., mais également on a beau chercher sur la carte de l'Afrique, on n'y voit pas de pays dénommés Royaume-Uni, Liban, Turquie, Irlande, Corée du Sud. Africains. Chaque fois que vous verrez des Occidentaux, que ce soit un État, des hommes politiques et même une organisation supranationale, dire qu'ils font quelque chose pour vous aider, sachez qu'ils mentent comme des arracheurs de dents. Ils ne font jamais rien pour vous. Ils ne feront jamais rien pour l'Afrique. Ils mangent tout le repas, ils se goinfrent, ils s'empiffrent en nous balançant quelques miettes. Arrêtons de fonctionner avec eux. Nos solutions sont dans nos propres rangs, en Afrique et ailleurs dans le monde, et il est vaste. Vous verrez, on vit mieux chez nous sans eux. À bientôt.